je reviendrai sur les questions théoriques. Ok? Bien manger, je sais pas, mais en tous les cas, j'ai mangé et c'est bien, ça me fait du bien parce que je n'avais rien mangé tout à l'heure. Donc j'étais KO. Hein. Allez, non pas couscous. Sinon j'aurais été incapable de faire le coaching. Autre chose. C'est juste que je me suis reposé, j'ai un peu marché, j'ai fait le vide et on attaque la deuxième partie. Allez, grosse partie. Technique. Est-ce que la première partie, déjà, vous avez des questions par rapport à la première partie? Est-ce que vous avez après la première partie tout ce qui concerne level 2, etc., l'analyse, time and sales? Oui? C'est OK pour tout le monde? Super. Comme d'hab, ça veut dire quoi, Michael? Ça veut dire super ou super extra ou extraordinaire? Ça veut dire quoi? Allez, on y va. Chapitre 23, donc placer un ordre de manière optimale. Donc les ordres, on les a déjà abordés. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur cette partie. Level 1, level 2, je l'avais expliqué tout à l'heure, Denis. Vous n'étiez pas là? C'est pas possible. Vous n'étiez pas là, Denis? Bon, allez, je reviens dessus rapidement. Désolé, hein, je vous taquine. Donc, est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Non, ce que je vais faire, c'est reprendre. Bon, et Maher, est-ce que vous êtes en forme? Parce que ces derniers temps, je vous sens un peu... J'espère que vous allez bien. Super, excellent. Alors là, rapidement, on y va. Magnifique. Donc, Denis, c'est bon, ça s'affiche sur vos écrans? Bravo, bravo, bravo. Donc, ok. Donc, level 1, c'est ça, Denis, hein, c'est ça. C'est juste la partie avec le bid, le ask. Alors que le level 2, on a également les market makers. C'est ok pour vous? De toutes les manières, c'est dans l'enregistrement. Je continue. Il y a du son? Oui, il y a du son. Hein. Vous m'entendez, Hervé, ou pas? Et tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez noté, j'étais fatigué. Donc, ça m'a fait du bien de respirer un peu l'air. Allez, on y va. Donc, passage d'ordre, souvent négligé en trading alors que c'est une dimension fondamentale. Ça, j'ai l'impression que je l'avais déjà abordé. Tac, 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 tac. Ok, oui. Donc ici, quel ICN privilégier pour placer un ordre sur le NYSE et sur le Nasdaq? Quelques astuces pour placer ces ordres, quelques thématiques, mais je vais revenir ici rapidement sur les ICN, etc. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal d'ICN sur le marché US. Les ICN, c'est Electronic Communication Network. En d'autres termes, c'est une plage de marché électronique. Et ces ICN nous permettent effectivement de soit d'être payés, soit d'être exécutés à un bon prix. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant de les connaître. Maintenant, pour ceux qui sont sur Interactive Broker, ça a moins d'importance parce que, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, Interactive Broker dispose d'un smart, d'un algorithme de trading, d'accord? Ils appellent ça smart. Et en fait, ils font le calcul pour nous. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire, OK, on va aller sur cette ICN ou sur cette autre. Ils le font à notre place. Donc, ils vont évaluer l'intérêt, la liquidité, les ordres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont faire le job à notre place. Donc, ça, c'est important. Maintenant, si effectivement, on ne dispose pas de Interactive Broker, on travaille avec le courtier US, à partir de là, effectivement, c'est important de connaître les ICN. Donc, je vais revenir rapidement, effectivement, dessus. Donc, tout d'abord, vous avez sur le NYSE, vous avez effectivement le DOT. Donc, le NYSE, il y a deux grands marchés aux US, hein, le NYSE et le Nasdaq. NYSE, ce sont des valeurs plus traditionnelles. Hein. Je ne sais pas, moi. Alors, il y a Alibaba, mais bon, Alibaba n'est pas une valeur traditionnelle au sens classique du terme. Mais vous avez McDonald's, Coca-Cola, Gillette, Walmart, etc., etc. Toutes ces actions sont cotées au NYSE. Et au Nasdaq, c'est plus les valeurs technologiques, donc Microsoft, Apple, Oracle, Yahoo, Cisco, etc., etc. Et donc, donc ce sont deux grands marchés, et chaque marché avait entre guillemets ses spécialistes ou ses market makers. Donc sur le sur le NYSE, vous avez effectivement de passer ses ordres par le biais du DOT, Direct Order Turnaround, et c'est un ordre qui est passé directement au spécialiste qui va rechercher systématiquement une contrepartie
dans le pool à sa disposition. Donc c'est encore manuel, mais aujourd'hui ça a beaucoup changé et c'est devenu de plus en plus électronique. Il faut savoir que les spécialistes, vous savez, quand vous voyez des émissions bourse sur les US, vous avez un endroit où bon, il y a la criée classique sur les futurs, le CME, etc. Et vous avez le NYSE, c'est sur les actions. Quand, par exemple, il y a la cloche, hein, vous avez des entreprises qui sont cotées en bourse, etc. C'est souvent au NYSE. Très souvent, c'est au NYSE que ça se passe, New York Stock Exchange. Et au NYSE, eh ben, il y a encore des spécialistes. Mais aujourd'hui, ils sont de moins en moins importants parce que, bien évidemment, c'est beaucoup moins cher de recourir à des plateformes électroniques. Donc, ça, c'est effectivement la manière classique de passer ces ordres. Sinon, bah, les ICN, on les retrouve sur le Nasdaq, mais également sur le NYSE. Hein. Les plus liquides et les plus célèbres, c'est Arca, EDGEC, Nasdaq. Et quand on retire, alors pour nous, effectivement, le plus important, c'est Arca, EDGEC, EDJ également. Quand on retire de la liquidité, c'est-à-dire qu'effectivement, on va acheter à l'ASC et on va vendre au bid, ben souvent l'ICN va nous prendre 3 dollars pour 1000 titres, donc c'est-à-dire 0,30 dollars pour 100 titres, d'accord? Par contre, si je rajoute de la liquidité, c'est-à-dire que si je me place au bid et je vends, donc j'achète au bid et je vends à l'ASC, donc j'augmente la liquidité, et eh bien effectivement, je vais être payé par l'ICN environ 2 dollars. Donc pour acheter au bid, il faudra effectivement un time and sales majoritairement rouge. Pourquoi? Parce que l'idée, effectivement, c'est d'avoir un marché qui baisse. Et moi, mon objectif, c'est d'acheter au bid. Donc, de me faire exécuter. Par contre, si j'ai du vert, est-ce que vous pensez que je vais être exécuté au bid pour acheter? Impossible. D'accord? Impossible. Si j'ai beaucoup de vert, il me sera très difficile d'être exécuté. Pourquoi? Parce que premièrement, il y aura de la concurrence pour le niveau. Et ensuite, j'aurai également un marché qui va contre moi. Et donc contre mon ordre. Et donc à partir de là, effectivement, si on est dans une configuration, on a une forte confiance dans le marché et on se dit ça vaut vraiment le coup, il faut certainement pas acheter au bid. Donc, ici, pardon, je fais ça. OK. Alors, l'ICN EJ, ça c'est intéressant. EJ, c'est que c'est un ICN qui permet effectivement d'exécuter gratuitement mon ordre. C'est-à-dire que si par exemple, je veux me placer au marché, il pourra m'exécuter gratuitement. D'accord? Et donc, je ne paierai pas les 3 dollars pour 1000 titres. Maintenant, si effectivement il ne parvient pas, parce que EJ, c'est encore une fois, c'est comme, je sais pas moi, c'est un comparateur, d'accord? C'est un peu comme Smart, mais voilà, c'est un ICN qui vient effectivement essayer de trouver les configurations les plus intéressantes pour nous, et également ils sont rémunérés sur ce travail. Donc l'objectif c'est effectivement d'exécuter gratuitement notre ordre. S'il n'y parvient pas, l'ordre sera orienté vers les routes payantes, c'est-à-dire vers des ICN classiques. Alors, question avant de passer mon ordre. C'est d'abord, il faut se poser des questions. Est-ce que je veux être exécuté immédiatement ou pas? Et donc, à partir de là, ça a deux implications. Premièrement, je ne suis pas pressé. D'accord? C'est-à-dire que j'ai par exemple, je sais pas moi, on a cassé, allez, je vais changer, je vais prendre un exemple précis. Hein, comme ça va vous paraître un peu plus ça va vous paraître un peu plus clair. Par exemple, on a cassé un gros niveau et bien évidemment, j'ai envie de vendre. Problème, c'est que est-ce que je vais vendre à l'accélération ou est-ce que je vais attendre un pullback? Voilà, là c'est intéressant. Intéressant. Alors, bon, le daily n'est pas top. Hein. Ça s'affiche sur vos écrans ou pas? Le daily n'est pas top. Mais on va le mettre en 1 minute. OK. En 1 minute. Vous voyez, là, on a la cassure. Est-ce que vous la voyez, la cassure? C'est le graphe 1 minute. Est-ce que ça s'affiche ou pas sur votre écran? Ok, super. Donc Gilbert, redémarrer ou alors normalement vous devriez avoir accès à... C'est ok pour tout le monde? Ok, je continue. Donc on a effectivement la cassure. Vous voyez la cassure elle s'est faite par là. Donc soit je vends par là, soit je me dis tiens je vais jouer un pullback. Et là j'ai un petit pullback qui était sympa, super.
L'avantage, c'est qu'au lieu de me faire exécuter à 27,50, vous voyez, là, j'ai 27,53, 27,52, donc je peux placer, c'est-à-dire en cassure, je place par exemple un ordre au bid, d'accord? Et puis, l'idée, c'est de se faire exécuter. Je pense qu'ici, on avait amplement le temps de se faire exécuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? 10 minutes de conso. Sympa. Par contre, si effectivement on casse et je veux à tout prix me faire exécuter, on est bien d'accord que se placer au bid, c'est pas la peine. Si j'ai une conviction et je considère que le marché va y aller, eh ben, il vaut mieux effectivement que je vende au bid, pardon. Et par contre, me placer à l'ask, désolé, hein, c'est l'inverse. Par contre, effectivement, placer un ordre à l'ask, ça vaut pas la peine. D'accord? Donc, les questions, elles sont les suivantes. Soit je ne suis pas pressé, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, on a une cassure, je ne veux surtout pas me précipiter, et donc mon objectif, c'est quoi? C'est de me dire, ok, c'est comme ce qu'on fait ensemble hein, sur les devises, hein. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un gros niveau, donc apparemment, les marchés baissent. Là, le Dow Jones casse un gros niveau. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Vous voyez, le S&P est toujours là. Et le Nasdaq n'a pas encore cassé. Bon, pour le moment, mais bon, c'est vrai que c'est pas top. Alors, je continue. Donc, soit je ne suis pas pressé. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué. Hein. C'est par exemple, je suis haussier sur un titre, d'accord? On a un gros niveau. Ce niveau est cassé. Est-ce que j'achète là? Non. Par contre, effectivement, si j'ai une consolidation qui est sympa, on est bien d'accord qu'on peut se placer au bid. Excusez-moi. Voilà, au bid sur pullback, tout à fait. D'accord? Donc on peut se placer effectivement euh, au bid et donc sur pullback. Et là, l'intérêt pour nous, effectivement, c'est que ça va nous permettre d'éviter d'acheter par là. D'accord? Et puis, bien évidemment, essayer d'avoir un bon prix pour se positionner. L'idéal, bien évidemment, Alan, c'est-à-dire que si effectivement, alors, il y a deux choses. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a deux choses. Soit 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ok. Soit j'ai un pullback, je me positionne au bid et je le rate. D'accord? Je rate mon bid. C'est-à-dire l'ordre n'est pas exécuté. J'ai vraiment envie de me positionner, ben j'achète. Hein. J'achète. D'accord? Par contre, l'idéal, c'est bien évidemment de se positionner au bid. Ok? Donc si effectivement, moi je me place au bid et je suis pas exécuté et je considère que ça vaut vraiment le coup, ben j'achète. D'accord? Tout à l'heure. Mais là, on va revenir effectivement sur ETFC. Ok? Là, on a la cassure. D'accord? Je considère que ça vaut le coup. Je me positionne à 27,52. Je ne suis pas exécuté. Eh ben, on est bien d'accord qu'en dessous des 27,50, ça devient intéressant à vendre et je peux me placer au bid. D'accord? Là, je me suis placé à l'as, je n'ai pas été exécuté. Et là, bien évidemment, je joue market. Est-ce que c'est OK? Donc, j'ai bien évidemment une idée. Alors, attention, hein, je ne le fais pas dans n'importe quelle condition, mais là, j'ai quand même des éléments. Vous voyez ici, gros niveau qui casse. On a des indices qui baissent. Là, c'est bien évidemment, on parle du long terme. Hein. Là, on va revenir sur du 1 heure. Vous voyez, on a quand même des indices qui baissent. Donc, si effectivement on a toutes ces convergences, ça peut valoir le coup effectivement de travailler et de vendre au bid ou d'acheter à l'ASC. Si, bien évidemment, il y a des convergences. Donc, je ne suis pas pressé. Il est possible d'acquérir le titre à un bon prix, être payé par l'ICN. Par exemple, on se place à l'ASC pour prendre ses profits sur une position acheteuse. Par exemple, moi, je me suis positionné par là, d'accord? Et on est bien d'accord que moi, et ça, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, l'idée, c'est de se positionner à l'ASC, d'accord? Donc, ici, bien évidemment, un ordre limite pour prendre ses bénéfices. Ça vaut vraiment le coup, surtout si le marché décale fortement
mon objectif, c'est pas de me faire avoir, c'est pas effectivement d'avoir un marché qui va dans mon sens en 2 minutes et qui repart à la baisse. Et ça arrive sur les US. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'idée, c'est d'être hyper réactif. Bien évidemment, il y a une question d'habitude, de travail, de routine, de tout ce que vous voulez. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Hein, c'est pas en un jour, 2 jours, je vais waouh. D'accord, je commence. C'est comme Michel. Hein, il me dit oui, je me suis fait exécuter. Je vous taquine Michel, mais c'est important. C'est normal, Michel. Vous commencez, bah, c'est normal que vous ne soyez pas un expert. Que vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois. Et en plus, il y a un autre facteur important, c'est que chaque plateforme mérite ou demande 2 à 4 semaines d'entraînement, d'accord, de pratique. C'est important. Donc, je me placerai à l'asque pour prendre mes profits sur une position acheteuse. Et pour cela, bien évidemment, le momentum doit être favorable. Et vous voyez ici, je précise, le vert domine sur le time and sales. D'accord. On va ici, bon, on reviendra tout à l'heure sur d'autres exemples, mais est-ce que c'est OK sur le principe? Pas de question par rapport à ça. Ensuite, soit il est urgent de sortir rapidement, c'est-à-dire je suis acheteur, OK, le marché monte et j'ai pas été exécuté. Ça peut arriver, hein. J'ai placé un ordre limite ou j'ai un niveau et le marché monte et puis à un certain moment, boum, il commence à piquer du nez. Le problème, c'est que soit je fais rien, je suis paralysé et là je me retrouve avec un marché qui va contre moi. Soit je suis hyper réactif. Alors, tout à l'heure, je vais vous en parler des hotkeys, etc. Mais l'idée, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est par exemple, j'ai des boutons et j'ai un bouton paramétré panique. C'est-à-dire que dès que j'appuie sur ce bouton, je suis sorti. C'est génial. Pourquoi? Parce que psychologiquement, bah déjà, ça retire un poids parce que la souris, ça demande un effort psychologique pour appuyer sur la souris. Alors que sur un bouton, ça demande pas beaucoup d'effort. C'est pom, une touche et je suis sorti. Ça y est, j'ai fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, psychologiquement, je trouve que les hotkeys sont géniales. Oui, Frédéric. Les hotkeys, je trouve que c'est génial parce qu'effectivement, ça vous permet de sortir très rapidement. Donc, attention, 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 attention. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas en abuser. Mais il faut le faire quand, par exemple, je sens que ça va se retourner contre moi. Ou j'ai un marché qui commence, par exemple, j'ai pris mes bénéfices, ça commence à se retourner contre moi, je me dis, OK, je vais pas perdre sur la position. Pam, j'appuie, je sors au marché et bien évidemment, je sors. Je ne me pose pas de questions. Mais encore une fois, on est sur les US. C'est pas le même raisonnement que sur les devises. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de réflexes. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur Netflix. En 1 minute et demie, on a pris 3,40. Hein. Pas clavier spécial, on peut. C'est possible, Latifa. Mais vous pouvez utiliser un clavier normal. Hein. Ce n'est pas une obligation d'avoir un clavier spécial. Donc, soit il est urgent de sortir rapidement, donc ce que je vous avais expliqué, et dans ce cas, bah, il faut soit rechercher la route la plus liquide, mais si je dois sortir, eh ben, effectivement, l'idée c'est je veux rechercher la route sur laquelle il y a le plus de titres cotés, mais également la moins chère. Je vais vous donner un exemple. Alors, 2 secondes. Hein. Ne paniquez pas, Gilbert, il n'y a pas d'écran pour le moment. Hein. Lal. Allez, on y va, on y va. Donc ici, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Voilà, patience s'il vous plaît. Ne me stressez pas, je suis fragile. Bon allez, on y va, on y va. Donc là, NVGN, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Bon week-end, cher Arnaud. Merci pour votre message adorable. Merci infiniment, cher Arnaud. Hein. Désolé si parfois je réponds pas aux messages. Franchement, franchement, voilà, je suis à 10 000% là. Hein. Merci beaucoup. Hein. Alors rapidement, est-ce que ça s'affiche sur votre écran? Oui. Par exemple, supposons NVGN, je sois vendeur. Qu'est-ce qui apparaît là? EDGX, EDJ, voilà, Nasdaq, d'accord. Donc on voit que c'est EDGX qui apparaît. Hein. Et là, on a ARCA. Donc, on est bien d'accord que si par exemple j'ai une position
acheteuse que je souhaite clôturer, c'est Arca qui apparaît en priorité. Donc Arca, et d'ailleurs j'appuie là, comme ça s'affiche, Arca. Et si par contre effectivement je veux positionner, je veux couper une position vendeuse, Edgex apparaît comme la plus intéressante. D'accord? Donc effectivement, on a les routes qui apparaissent les plus intéressantes, Arca, Edgex. Point. Donc à partir de là, effectivement, l'idée c'est de choisir ces routes. Bien évidemment, je le répète, pour ceux qui sont sur Interactive Broker, c'est pas important parce que vous avez Smart Limit, Smart Market et ils vont faire le choix pour vous et ils vont choisir effectivement le moins cher. Je reviens dessus rapidement. Vous voyez, est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Donc vous voyez sur les routes, vous voyez, ah mince, excusez-moi, je vais mettre ça. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans, toutes les routes? Donc vous voyez Smart Limit, Smart Market, Stop, Arca Limit, Arca Market, Naisy, Naisy Market. Là vous voyez EJ, EJ Market, etc., etc. Vous avez toutes les routes possibles et inimaginables. Tout à fait, il y a l'embarras du choix. Alors là, les marchés s'excitent un peu. On a des configurations qui sont intéressantes. Allez, je continue. Donc, est-ce que c'est OK par rapport à ça? Est-ce que vous avez compris ça? C'est bon, c'est plus clair pour vous? C'est bon? Parfait. Ensuite, patience ou réactivité. C'est important. Deux choses qui peuvent paraître contradictoires, mais bien évidemment, sur les US, il faut s'adapter. Soit je suis patient, c'est-à-dire j'attends effectivement d'être exécuté à un bon prix, soit je suis réactif, c'est-à-dire effectivement je prends mes bénéfices rapidement ou je me positionne rapidement. Donc ça dépendra bien évidemment de la configuration du marché, de l'opportunité, de plein de paramètres, mais tout ça, bien évidemment, on les a déjà travaillés ensemble. Donc il y a des moments durant lesquels le trader devrait être patient, d'accord? Et donc quelque part cupide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple si j'ai un marché qui est magnifique, je ne vais pas sortir précipitamment. Je vais essayer de tenir ma position le plus longtemps possible. Et donc c'est pas parce que j'ai effectivement le moindre retournement là où je vais effectivement essayer de sortir de ma position. Par contre, effectivement, mon objectif ce sera de jouer le mouvement dans toute son amplitude. OK pour tout le monde. À d'autres moments, le trader il devrait être réactif et hyper prudent. Pourquoi? Parce qu'il sait que le marché n'est pas top, il risque de ne pas lui donner raison et donc il doit être sur la défensive. Et l'objectif, c'est de ne pas hésiter à sortir rapidement d'une position pour éviter un retournement brutal. D'où l'importance du bouton panique. Si le marché ne me donne pas raison, si le marché n'est pas intéressant, je sors rapidement. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK, super. Alors ensuite, à d'autres moments, cas dans les marchés indécis ou perchés, voilà, je pense que c'est OK pour tout le monde. Quelques astuces pour placer ces ordres. Donc, encore une fois, tout dépend si vous travaillez avec un courtier classique ou avec Interactive Broker. Pour augmenter la liquidité, on utilisera Arca ou Edgex sur le NYSE et le Nasdaq. D'accord? Donc ça, si par exemple je considère qu'on est dans un marché qui est intéressant et je veux me placer au bid à l'achat ou à l'ask à la vente, eh bien évidemment, je pourrais utiliser les ICN classiques, Arca, Edgex sur NYSE et Nasdaq. Pour retirer de la liquidité, on aura recours à EJ ou à Smart, bien évidemment, sur Interactive Broker, puis d'autres pour le spécialiste sur le NYSE. Pour retirer de la liquidité sur le Nasdaq, c'est-à-dire retirer de la liquidité, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, j'achète à l'ASC et je vends au bid. D'accord? C'est ça la liquidité. Je paye le spread et je retire de la liquidité. Donc, on va utiliser EJ, puis Arca ou Edgex. D'accord? Donc, tout dépend de ce qui sera affiché. Est-ce que Edgex est affiché? Est-ce que EJ? On va revenir rapidement dessus. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? OK. Vous voyez ici, j'ai Edgex à 7,33, EJ à 7,39. Edgex à 7,30 et là, EJ à 7,27. D'accord? Donc, on voit effectivement que
ils sont pas forcément au même niveau. Là, regardez, j'ai EdgeX à 7,30, 7,33 et EdgeJ à 7,39. Bref, on voit un peu les différences ICN, où ils se situent, etc., etc. Alors, attention, je m'excuse de développer cette approche, mais on est bien d'accord que pour quelqu'un qui travaille avec des grosses tailles, ce cours est très très important. Pour quelqu'un qui fait des petites tailles, bof, d'accord, c'est pas fondamental ce que je vous explique. Ça a son importance, mais ce n'est pas fondamental. Par contre, effectivement, si vous tradez des montants beaucoup plus importants, beaucoup plus conséquents, oui, c'est important parce que ça, toute la différence, elle se fera sur comment je me positionne, est-ce que le marché est liquide, comment je vais sortir, est-ce que je me positionne, est-ce que je sors précipitamment, est-ce que je trouve, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ah oui, Guy, hein, pour quelqu'un qui débute, c'est pas le plus important ça. Le plus important, c'est la méthode et bien évidemment quelques réflexes. Ça ne veut pas dire que ce que je vous explique n'est pas important pour vous, mais c'est pas fondamental. C'est pas ça qui fera la différence, d'accord? Par contre, effectivement, quand vous aurez des montants plus importants, oui, c'est important. Je ne sais pas, quand vous commencerez à travailler avec 1000 titres, 2000, 10 000, 5000 titres, voilà, ça commence à devenir important. Et donc, si vous êtes sur un marché sur lequel la liquidité n'est pas très importante, si vous travaillez sur Apple, on s'en fiche. Si vous travaillez sur Cisco, on s'en fiche. Mais si vous travaillez sur NVGN, c'est important. C'est très, très important. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ces questions, j'essaierai. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Parfait. Allez, je continue. Pour retirer de la liquidité sur le Nasdaq, on utilisera EdgeJ puis Arca 1. Pour ceux qui travaillent avec eBay, Smart est très efficace. Ça, il s'agit d'un puissant algorithme développé par eBay qui vous permettra d'optimiser votre ordre. Personnellement, c'est ce que j'utilise. Acheter passivement ou activement. Si les probabilités sont très favorables, si le mouvement anticipé est fortement impulsif, d'accord, donc en forte probabilité, mouvement fortement impulsif, il est possible d'acheter activement à l'ASC. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Plus les chances que le mouvement se poursuive sont élevées, plus je peux payer. D'accord? C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui vous dit, voilà, il veut acheter dans l'immobilier. D'accord. Et il dit, mince, il y a deux ans, ça valait 50% moins cher. Oui, ok, mais est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, le bon raisonnement, c'est de se dire quel est le potentiel. C'est pas quel était le prix il y a 2 ans. Ça n'a rien à voir. Et idem en trading. C'est pas, oui, j'aurais pu l'acheter, le vendre ou l'acheter moins cher, certes, mais est-ce qu'il y a encore du potentiel? Est-ce que ça va encore aller dans mon sens? Vous voyez? Donc c'est ce raisonnement qu'il faut avoir sur les marchés. Donc si le titre a progressé et que je n'ai pas pu acheter au bid, pas de problème d'acheter un titre dont le potentiel est encore important. D'accord? D'où l'importance de bien connaître le marché, les niveaux, le level 2, etc. Ça peut servir. Toutefois et dans la mesure du possible, il est préférable d'acquérir passivement un titre afin de ne pas le surpayer. Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, si je peux acheter un titre au bid et vendre un titre Talasque, c'est parfait. Si je peux effectivement trouver un pullback, c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y aura pas toujours des pullbacks, il n'y aura pas toujours des conditions idéales. Et si on est sur un marché sur lequel il y a un potentiel qui est important, je m'en fiche de me dire j'ai un pullback de 10 cents ou 30 cents ou 20 cents. Si je suis capable de gagner $1 ou $1,50 sur un titre, ou allez, même 50 cents, ça peut valoir le coup. Avantage des ordres limités, donc on en a déjà parlé, ça permet effectivement d'éviter les mauvaises surprises en rentrant sur des niveaux peu favorables et ça permet effectivement de profiter de la liquidité et d'améliorer ses niveaux d'entrée. D'accord? Donc tout ça, on en avait parlé tout à l'heure, c'est OK pour tout le monde. Privilégier les ICN les moins encombrés, c'est-à-dire que si par exemple vous avez deux ICN au même prix, alors c'est intéressant parce que parfois effectivement, et qu'il y a un ICN sur lequel il y a 11 ordres en attente, d'accord? Et il y a un ICN sur lequel vous avez 2 ordres en attente.
Quel est l'ICN le plus intéressant? Celui où il y a le moins d'ordre en attente. Pourquoi? Parce que j'ai le plus de chances de me faire exécuter. Là, j'arrive après les autres. OK. Toutefois, si l'ICN Arca est beaucoup plus actif, et ça c'est également important, nombreuses transactions effectuées sur Arca, alors il est hautement recommandé de placer l'ordre sur cette route. Comment sortir au mieux d'une position longue? Donc si effectivement l'évolution du titre est favorable avec un momentum intact, encore une fois, on a recours aux ICN classiques et ordre limite si possible. Si je suis long sur un titre du NYSE et que ce dernier se retourne ou présente des signaux de très négatifs, il faudra vendre rapidement au bid. Vérifier dans un premier temps si EJ, donc c'est effectivement une route gratuite, est disponible au bid. Sinon, je vais recourir à SRDOT. Sinon, là, on a NYSE et retirer la liquidité. EJ représente la route gratuite sur l'ACT logiciel Greybox. Pour un titre du Nasdaq, je dois sortir rapidement en utilisant Arca si la route gratuite EJ n'est pas disponible. Quelques règles en or, ne jamais chasser un titre. Donc si par exemple vous avez une cassure, je voulais me positionner par là, et le titre est déjà là, c'est trop tard. D'accord? C'est trop tard. J'aurais bien voulu me positionner, mais c'est comme ça. D'accord? Et j'ai vu que certains étudiants avaient fait cette erreur. Bon, ça arrive, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, parce que si effectivement vous vous positionnez là, et le titre qui se retourne, généralement vous allez sortir là, et puis bien évidemment vous allez assister impuissant à la hausse, ou alors tout simplement vous vous positionnez là, le titre baisse, vous vous dites oui, je suis sûr que ça va monter, vous renforcez, fondrez, et là vous vous faites massacrer. Ça, c'est une erreur à éviter. D'accord? Ça, c'est une erreur à éviter. On ne moyenne jamais sur un titre sur lequel on perd. D'accord? On ne moyenne jamais. C'est vraiment, si on devait dire l'erreur la plus importante, c'est de moyenner en trading. Et c'est une position trop longtemps. C'est-à-dire, encore une fois, si vous travaillez bien, si vous êtes discipliné, si vous avez de bonnes probabilités, l'idée c'est ça, c'est éviter ces erreurs qui vont vous coûter cher. Il suffit d'une ou deux erreurs par semaine pour vous faire massacrer. Donc, pour se faire massacrer. Donc, à partir de là, effectivement, il faut être sage. Il faut être sage. Alors, j'ai lu Gilbert, il me dit, je veux passer au réel, je suis sûr, j'ai l'habitude. Eh ben non, Gilbert, personne n'a l'habitude. Et donc, encore une fois, voilà, soyez prudent et bien évidemment, derrière, soyez, comment dirais-je, vigilant. Hein. Le plus important, c'est surtout, alors je lis son message, hein, tac, tac, tac. Oui, je ferai la compète en réel. Cela ne devrait pas trop me poser de problème, car ce n'est que du domaine de psychologie que je pense bien me connaître. Un peu, je dirais, fanfaron cette affirmation. En tout cas, cela sera plus facile que le numérique. Là, c'est ma boîte, je la connais que trop. Ok, excellent, merci Gilbert. Mais non, ça va pas être facile parce que, encore une fois, et c'est ça le truc, c'est de la psychologie. C'est de la psychologie. Et ce que j'ai envie de dire à Gilbert, et c'est bien qu'il ait écrit ça, il l'a écrit durant la pause, c'est que justement, 90% des humains, ou je dirais même 100% des personnes, des individus, des humains, détestent perdre. C'est humain, c'est humain. Il y a des expériences, il y a plein d'expériences. On déteste tous perdre. Et on commet tous les mêmes erreurs. Et donc faire du trading, c'est contre nature. Si j'ai publié mon premier bouquin sur la psychologie, j'ai pas publié un bouquin sur l'art du trading. L'art du trading a suivi. Mon premier bouquin, je l'ai publié sur la psychologie. Pourquoi? Parce que je voyais autour de moi, parce que ma première expérience en salle des marchés, je pensais que j'allais être face à des génies. Je me suis dit, waouh, les gars, c'est des gourous, c'est des... Et je voyais les gars, ils perdaient complètement les pédales, ils étaient complètement paniqués. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montait, et c'était des analyses techniques professionnelles. Et les traders, moi j'avais à l'époque effectivement pas mal de traders que je conseillais, c'était les meilleurs diplômes, les gars Polytechnique, Centrale Paris et compagnie, et donc meilleurs diplômes, des gros postes, et ils étaient comme des gamins, c'est-à-dire le gars il avait un super background, super expérience, etc. Mais quand le marché leur faisait mal, je peux vous assurer qu'ils pleuraient. Et c'était des pros, c'est-à-dire ils avaient un salaire, ils bossaient dans une grosse structure, ils avaient une protection. Ils avaient une protection et pourtant ils étaient complètement largués. Alors que dire d'un particulier? Donc,
Ben oui, voilà. Et Olivier, c'est super intéressant et c'est sympa ce qu'il a dit parce que il était pas, mais voilà, Olivier il travaille quand même dans une grosse boîte et il disait, je voyais les TKLiens, ils étaient tous sous contrôle et je voyais les pros autour de moi, ils étaient complètement largués. Et ce que j'ai envie de dire, c'est faites gaffe. D'accord, Gilbert? Faites gaffe. Maintenant, voilà, tout à fait, Gilbert. Maintenant, le plus important pour vous, encore une fois, c'est d'acquérir, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. C'est d'acquérir les bonnes routines, les bonnes compétences. Si vous voulez le faire avec grand plaisir, mais juste, n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est-à-dire, soyez prudent, soyez rigoureux, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi parce que ça, c'est, encore une fois, ça va très très vite. Et le plus important pour vous, c'est encore une fois de vraiment d'acquérir ces routines, ces bons réflexes pour le faire. Problème de la compétition également, c'est qu'il y a un stress supplémentaire. On est bien d'accord, hein, tout le monde. Hein. Il y a un stress supplémentaire lié à la compétition. C'est-à-dire que quelque part, non seulement bah, je suis, comment dirais-je, je suis en réel, mais en plus, il y a Tammy qui analyse ce que je fais tous les jours, il y a mes camarades qui voient ce que je fais tous les jours, et en plus, je suis en réel. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vous dis, voilà, soyez vigilants, soyez prudents, euh, ne jouez pas au gros bras. Et après, bien évidemment, voilà, il faut le faire. Il faut le faire. C'est important, c'est clé, et c'est la règle du succès. Je pense que si vous ne le faites pas, vous, voilà, vous ne réussirez jamais. Maintenant, bien évidemment, c'est important de le faire. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK, super. Donc, l'idéal, c'est ça, c'est ne jamais chasser un titre. Ça veut dire quoi chasser un titre? C'est-à-dire j'ai une accélération et poum, j'y vais. Non, non, non. Si je peux justement éviter de me précipiter, c'est une mauvaise chose. Ensuite, deuxièmement, travailler sérieusement ses ordres. C'est-à-dire, je vais essayer de rentrer, de sortir au meilleur moment sur les marchés. Alors, bien évidemment, c'est une question d'habitude. Idéalement, il faut acheter et vendre de manière passive, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, j'essaie toujours d'acheter au bid, de vendre à l'asc, de manière à être payé par l'ICN sur au moins 70% de mes positions. En effet, bah, la question suivante, c'est pourquoi je vais payer plus cher alors que je peux effectivement avoir le même nombre de titres moins cher, d'accord? Donc l'idée, c'est pourquoi effectivement partir et commencer avec un handicap. Si je peux, bien évidemment, avoir un prix bas, bah, c'est mieux. C'est-à-dire, pourquoi payer plus cher quelque chose que je peux avoir moins cher? Donc ça, c'est important. Néanmoins, si le time and sales est très actif, si le potentiel du titre est élevé, il convient de rentrer rapidement. Donc, on va négliger effectivement le fait de se faire payer par l'ICN et on va accepter de payer le spread. Quelques règles de base, éviter toute forme d'impatience, comme par exemple, je vais sortir au moins de soubresaut, c'est-à-dire que on casse, d'accord? Et puis on baisse légèrement, je me dis oh là là, et je sors. Et puis bien évidemment, ça explose à la hausse. Dommage. Donc encore une fois, travailler la patience, et c'est la raison encore une fois pour laquelle l'entraînement est important. Si l'idée de trading est bonne, il faut être capable de tenir sa position. D'accord? Pour ne pas perdre patience, il y a une technique efficace et moi, c'est ce que j'utilise comme technique. Ça consiste à se poser de nombreuses questions pertinentes en situation. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi, je me positionne, il y a, parfois, on se dit, est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, il faut toujours se poser la question. J'analyse le titre. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a un potentiel? Est-ce que le titre est encore haussier? Bref, vous l'aurez compris. Je sais pas, moi, je vais revenir ici rapidement sur, OK, sur les marchés. Alors, 2 secondes. Et comme ça, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Tac, tac, tac. Partage mon écran. Dites-moi si c'est OK. OK, super. Vous voyez ici, on casse pas mal. Le marché a baissé. OK. Maintenant, l'idée, c'est de me dire, est-ce qu'il y a du potentiel? Là, j'ai pas le choix. Je dois aller voir le daily. Daily, vous le trouvez comment? Pas mal, mais pas extraordinaire. Le weekly. D'accord? Donc, le weekly est mauvais. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques sur ce titre? Non. Alors ensuite, on va essayer de trouver d'autres titres intéressants. Hein. OK. BBY. Elle est pas mal, BBY.
est-ce que là maintenant elle est intéressante? Là, est-ce que là maintenant elle est intéressante? Moyen. Pourquoi? Parce que regardez, là on avait l'open price range, cassure. Là on a eu une deuxième cassure qui était pas mal, 36,55, superbe. Ça a déjà perdu 1,22%. Moi je trouve que moyen, hein, c'est-à-dire là on peut jouer ça, stop par là, mais c'est quand même moyen. On va étudier d'autres titres. THRX, FL, elle est sympa FL, sauf que l'open price range est important, etc., etc. Est-ce que vous avez compris le principe? C'est-à-dire que je me positionne, par exemple, et je me pose des bonnes questions. Le potentiel, où est-ce que j'en suis? Même je me parle à voix haute. Les autres diront de vous, il est fou, c'est pas grave. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de faire votre job. D'accord? Vous êtes en train de faire votre job, d'analyser. D'accord? Vous analysez à voix haute. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien bossé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? D'accord? Donc tout ça, c'est effectivement très très important. XRTL est pas mal. PNC, ça a déjà beaucoup baissé. OPK moyen. Budweiser, ils sont en train de la shorter. Donc on a pas mal de. Donc est-ce que c'est OK pour tout le monde sur le principe? Ok, super. Donc voilà, donc l'idée elle est là, c'est je me pose des questions, le potentiel, l'analyse, comment je me suis positionné, etc., etc. Si mes réponses, en répondant à ces questions, j'ai que du négatif. Le potentiel est toujours élevé? Non. Quelles sont les raisons qui pourraient m'inciter à couper? Par exemple, je suis autour d'une résistance. Bah oui, je dois être prudent. Sur quel niveau dois-je baisser mon stop lorsqu'une cible est atteinte, etc. Donc tout ça, quel est mon niveau de stop? Où est-ce que je me suis positionné? Est-ce que je me suis bien positionné? Allez, supposons, on va prendre un autre exemple. Je me suis très mal positionné. Et puis, je m'aperçois de mon erreur. Qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça ou alors je prends une bonne décision et je me dis, OK, je sors de ma position. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voyez là, Cisco, ça casse. Normalement, je sors. Point. Je sors. Je me pose pas de questions. D'accord? Donc, encore une fois, voilà, se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. Quelques conseils en matière d'ouverture de position. Donc, attention, un signal d'entrée ne signifie pas nécessairement et n'entraîne pas nécessairement une ouverture de position. Et c'est le marché qui va m'indiquer le niveau auquel il sera possible d'exécuter un ordre ou de placer un stop. Et enfin, la taille de la position, etc. On a des questions intéressantes tout à l'heure. Le trader n'a aucune influence sur la volatilité du marché, donc sur le range des dernières bougies. Il doit néanmoins prendre en compte cette information avant l'exécution du trade afin de déterminer le niveau d'entrée, le stop, mais également la taille de la position. Le tape reading, alors on l'a travaillé tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Alors c'est quoi le tape reading? C'est Jesse Livermore, hein, c'est l'un des plus célèbres. Il y a d'autres traders qui l'ont utilisé, mais le tape reading, c'est justement d'analyser le time and sales et de voir un peu, ok, est-ce que c'est cohérent ou pas? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que ça va dans le sens de ce que me dit le marché? D'accord? Donc, je vais ici revenir rapidement sur deux, trois choses. On l'a déjà développé tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va revenir sur ça. Ok, dites-moi si c'est bon pour tout le monde. Ok, normalement, ça devrait s'afficher. Super. Ok, vous voyez ici Cisco. On a cassé. Là, on avait beaucoup de rouge. À un certain moment, je vous montre ça. On avait beaucoup de rouge, 99, etc., etc. Et là, on a du rouge, mais on est à 28. Donc l'idée, elle est là. C'est est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? D'accord? Donc tout ça, effectivement, c'est important à déterminer. Alors ensuite, le tape reading. On va en parler tout à l'heure. Je vais effectivement essayer de vous répondre de manière simple. Il y a une question de Maher et j'essaierai de répondre à tout ça. Donc cette méthode développée au début du siècle consiste à prendre effectivement des positions en fonction de la réaction des opérateurs à la publication de résultats ou de chiffres.
Et donc la phrase célèbre de Jesse Livermore, c'est Your business with the tape is now, not tomorrow. The reason can wait, but you must act instantly or be left. J'adore cette phrase. Qu'est-ce qu'elle signifie? Ben, la chose suivante, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'il y a un mouvement, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une news? Est-ce que... Oui, mais on s'en fiche. C'est now, c'est moi, je dois m'occuper de mon marché maintenant. C'est pas ce qu'a dit telle personne, ou c'est pas Draghi, on va l'entarter, ou c'est le marché. Que fait le marché? Et donc à partir de là, effectivement, pour moi, c'est très très important. Donc effectivement, la raison peut attendre, mais il faut agir de manière instantanée et presque instinctive, d'accord? Et donc à partir de là, c'est très très important d'être capable de réagir très rapidement au marché. Et ça, c'est important. Donc donc ça, c'est pas la peine, je vais pas le développer. Je vais pas le développer, ça vous le connaissez par cœur. Donc voilà, utilisez le tape avec le level 2 et le time and sales. Donc le tape reading s'avère efficace pour étudier l'évolution du carnet d'ordre. Donc ça permet effectivement d'étudier la taille, le prix, la fréquence des transactions. Donc ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un marché qui est mou, hein, on va revenir rapidement sur notre Cisco. Ça s'affiche sur vos écrans ou pas? Super. Alors, est-ce que Cisco, c'est intéressant, est-ce que ça s'excite déjà? Là. Oui. Est-ce qu'on est autour de niveaux intéressants? 28. Vous voyez, on joue avec les 28. D'accord? Chiffre rond. Donc, pour nous, l'idée là, la bonne stratégie, ce serait effectivement de casser les 27,98, d'avoir du rouge et bien évidemment d'éviter d'être piégé par le 28. Donc c'est ça. Soit on casse le 28 clairement avec un pullback, soit on ne touche pas. D'accord? Et puis bien évidemment, on veut une confirmation par le time and sales. Donc, l'idée, elle est là. Et pour le moment, bien évidemment, qu'on étudie, bah, c'est mou. C'est mou. Il n'y a pas encore de dynamique. Il n'y a pas encore de vendeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, il y a des acheteurs et des vendeurs et il y a un combat. Il y a des acheteurs à 28, il y a des vendeurs à 28. Et donc, pour le moment, effectivement, on sent qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc, il va falloir sortir de tout ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, on joue avec, regardez. Là, on s'excite, mais on n'a encore rien. On n'a encore rien. Donc, on les laisse s'exciter et on attend d'avoir quelque chose de potable. Regardez, là, ça commence à casser. Et nous, pour nous, le gros niveau, il se situe à 27,98. Et on veut du rouge. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir un peu ça. Encore une fois, là, ça ne veut pas dire qu'on va forcément vendre, mais c'est juste pour vous expliquer encore une fois hein, ce qu'on recherche et comment on peut analyser, comment on peut interpréter le time and sales. Hein. C'est surtout ça l'objectif. Hein. C'est pas de vous dire c'est un bon point de vente, c'est de vous dire voilà le niveau, comment on se comporte et qu'est-ce qu'on étudie sur ce niveau. D'accord? Donc vous voyez pour l'instant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un directionnel sur le time and sales? Pour l'instant, non. Et on a beau être autour des 28, on voit que pour le moment, on est toujours autour des mêmes niveaux depuis tout à l'heure. Donc, on joue, on a l'impression que ça va baisser, à un certain moment que ça va monter, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, il faut attendre et bien évidemment patienter. Et vous voyez là, regardez, ça remonte, mais pour le moment, on n'a rien. On a du rouge et on a du vert. Donc, ça veut dire un combat, pour l'instant, match nul entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, le time and sales permet justement d'étudier l'évolution du carnet d'ordre, d'analyser donc le tape reading, pardon, d'analyser la taille, le prix, la fréquence, d'accord? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a une dynamique? Et puis bien évidemment connaître nos niveaux. Regardez, on va revenir sur Cisco parce que c'est intéressant. Ok? Est-ce que ça devient intéressant là? Ok, on a du rouge, on est à 27,99, on n'a pas encore cassé, mais vous voyez, on a du rouge. Donc on a des vendeurs. On est à 27,99, mais on voit que ça tient. Ah, on atteint 27,98. Et en dessous, on a 27,97, 96, etc., etc. Et vous voyez que là, ça reste toujours, on est toujours autour du support, mais on avait du rouge. Voilà, on commence à avoir du rouge. Vous voyez? Bon, on est à 27,99, le level 2 monte.
D'accord? Et on voit bien que c'est un très 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 gros niveau et qu'il est super bien tenu. Donc pour le moment, c'est les algorithmes ici qui s'amusent, hein. D'accord? Donc nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est pas effectivement d'être piégé par ces algos, mais par contre, effectivement, de prendre un mouvement directionnel. Regardez là, 98, on est toujours, regardez, il y a plein. Ah, toujours pas. Vous voyez? Et ça va très très vite, hein. Et là, on est bien d'accord que ce ne sont pas des humains, hein, qui prennent les ordres. Ça va tellement vite. Vous avez vu la vitesse? Ne me dites pas que c'est des personnes qui viennent. Ah, tiens, je vais acheter. Tiens, je vais vendre. Tiens, je vais acheter. Mon œil, c'est des algos. Vous avez vu la vitesse? C'est incroyable. Hein, c'est Baki, voilà. Ça, c'est Baki. merci, merci pour Baki. Hein, je vais lui dire, hein, mère. Donc ici, voilà, 27,98. Regardez, 27,98, on n'a toujours pas cassé. Donc on attend. Voilà, pour l'instant, vous voyez encore une fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les algos, ils jouent combien? Juste pour info, ils jouent combien les algos? Sur combien ils jouent? Un tic. Un tic. Donc c'est leur chasse gardée. Est-ce que nous, on peut comment dirais-je, être en compétition avec eux? Oui, mais bon, pour moi, il faut avoir des gros capitaux, prendre de gros risques, etc., etc. 27,98, mais on n'a toujours pas cassé, donc on joue avec. Et vous voyez là, on est en train on a une tentative, mais on est toujours. Donc encore une fois, même si moi je voudrais bien que ça casse juste pour qu'on ait un bel exemple, mais encore une fois, c'est voilà, regardez, 27,98, mais on n'a pas beaucoup de on a du rouge, là un peu de vert, voilà. Mais pour l'instant, et donc est-ce que pour le moment on vend ce titre? Voilà. Et vous voyez encore une fois l'interprétation du time and sales est très intéressante. C'est-à-dire que ça nous permet effectivement de jauger le marché. Est-ce qu'il est puissant ou pas? Et on voit bien que le niveau des 28, ça tient, mais grave. C'est-à-dire, on a plein d'acheteurs. Regardez. Le nombre d'acheteurs, c'est assez incroyable. Donc, tant qu'on n'a pas cassé, c'est ça le truc. C'est tant qu'on n'a pas cassé les 27,98, ça va pas lâcher, hein. Donc, 27,98, ça représente un gros niveau. Donc, attention. Regardez, là ça commence, on a de moins en moins d'acheteurs. Voilà, ils reviennent. Donc là, il faut attendre. Regardez, et là on va casser normalement. Vous avez vu, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, hein. Et ne me dites pas que ce sont des humains, hein. D'accord? C'est des robots là, hein. Ils sont à fond la caisse. Ils achètent. Mais on est bien d'accord que dès que 27,98 lâchera, c'est quand même un gros niveau. D'accord? Et si effectivement on casse les 27,98, là, on libère le titre. Donc on voit bien qu'on est bloqué sur les 27,98. Donc j'attends un peu et puis on passe à la suite. Mais c'est intéressant quand même d'étudier. On est d'accord, hein? C'est intéressant de connaître ces situations, de les vivre, de voir un peu ce qui se passe, comment les analyser, comment les interpréter. Donc pour le moment, vous voyez, on est toujours là, toujours, et les robots, ils sont à fond la caisse. Ils sont à fond la caisse, ils tiennent le titre, donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Ok, on continue, et puis par la suite, effectivement, je reviendrai. Moi, je le suis en parallèle, hein. Donc, je continue. Donc, analyser. Alors, attendez 2 secondes. Je vais, hein, parce que ça peut. Regardez, là, on a beaucoup de rouge. On est toujours à 27,98. Ça veut toujours pas casser. Regardez, on a plein de rouge. Et ça veut pas casser, hein. Ah. Et vous voyez, là, on a de moins en moins d'acheteurs. Et regardez, ils reviennent, hein, comme par magie. Mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable, hein, de voir la puissance et comment ils sont hyper. Oui, c'est un magnifique combat et pour l'instant, effectivement, c'est des robots, hein. Pour nous, on est out, hein. Nous, on n'a rien à faire là. On les laisse s'amuser et nous, voilà, nous, on sait quels sont les niveaux sur lesquels on va attaquer. Ah, regardez, 97 casse. Et là, l'idée, elle est là, hein, c'est que 97, il faut que ça lâche. Et le rouge, regardez là, dès que ça a cassé 97, bon week-end, Denis, hein.
Voilà. Et là, vous voyez énormément d'acheteurs, mais on a cassé les 27,97. Maintenant, l'idée, c'est ça. C'est d'avoir du rouge. Et vous voyez, le rouge, on n'en a pas beaucoup, hein. Donc, suivre un peu tout ça et surveiller tout ça. Je continue. Donc, le tape reading s'avère efficace pour étudier l'évolution du carnet d'ordre. Il permet d'analyser la taille, le prix, la fréquence des transactions. Ça peut analyser le comportement des bids et des offres après ces transactions. En effet, cette technique permet également de noter où se forment les transactions également sur le graphique. Tape reading, anticiper le prochain mouvement grâce au carnet d'ordre. Donc, il faut déterminer effectivement les mouvements où il faut s'activer. Voilà. Donc, avec l'expérience, effectivement, on sera capable d'interpréter l'évolution du level 2 par rapport à l'action des prix. Et donc, effectivement, donner du sens aux mouvements dessinés par les bids et les asks. D'accord? Et donc, à partir de là, le tape reading repose sur une étude approfondie des cotations, level 2, l'action des prix, le graphique, les transactions, et ça va aider le trader à déterminer les mouvements probables du titre, mais également la présence potentielle d'institutionnels. On a même parlé de robots tout à l'heure sur le titre Cisco, parce qu'effectivement, on a beaucoup de supports. Et donc l'idée c'est ça, c'est de savoir est-ce qu'effectivement les institutions financières sont en train d'accumuler des titres, renouvellement du stock, de s'en débarrasser, distribution, quelle est l'urgence actuellement chez les traders, etc., etc. Voilà, tout ça effectivement c'est important. Vous voyez là ça commence à casser, on a tapé les 96 sur Cisco, on est toujours autour des 97. Vous voyez, mais ça tient bien, hein. Encore une fois, c'est une blue chips, hein. C'est pas un titre qui lâche facilement, hein. Je sais pas, moi, je vais prendre un autre titre. Voilà, EXPD. Euh, ok, EXPD est pas mal, d'accord? Et là, regardez, EXPD, on peut comparer à Cisco. EXPD, c'est moins liquide que Cisco et la configuration est intéressante, même si ça a déjà beaucoup baissé. Alors, observez également le lieu où les transactions prennent forme sur un graphe. Donc, effectivement, où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'on a des transactions importantes autour d'un breakout point? Et si effectivement c'est le cas, ça augmente la probabilité d'un mouvement impulsif et ça permet d'anticiper une bougie impulsive, c'est-à-dire un mouvement très puissant. Il est également possible d'anticiper une bougie impulsive après une série de prints importants. D'accord? C'est-à-dire que si effectivement vous commencez à avoir plein de rouge ou plein de vert, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire une bougie importante. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose effectivement d'assez important. Ensuite, des transactions importantes après un mouvement extrêmement violent peuvent indiquer un essoufflement du marché. C'est-à-dire que si effectivement vous avez un marché qui commence à s'emballer, les volumes qui explosent à la hausse, etc., etc., il faudra se méfier. D'accord? Je reviens rapidement juste sur les titres. Vous voyez là, ça baisse. EXPD, on a beaucoup de rouge. Vous voyez là, 45,38, etc. Cisco, ça vaut 27,96. Et ça baisse, c'est sympa. Il faut juste que voilà, ça commence à lâcher. Vous voyez, 27,95. Et vous voyez que là aussi ça lâche, hein. On a du rouge. Regardez, ça lâche bien. Et là, ça lâche bien aussi. D'accord? Donc voilà comment on peut travailler. Et maintenant, l'idée, elle est là, hein. Pour nous, on veut beaucoup de rouge. Cisco, c'est très travaillé par les robots, hein, parce que c'est un titre qui fait le volume 25 millions de titres. Vous imaginez, 25 millions, ça fait beaucoup. Par contre, là, on est sur du 800 000. Vous voyez, vous avez vu le mouvement, il était boum. On est allé one shot. Hein, je vais vous le mettre en une minute. Vous voyez, en une minute, comme à quoi ça ressemble? Ça allait très très vite. Alors que Cisco, ça fait toujours du surplace. Donc encore une fois, voilà. Mais là, c'était pas mal du tout, hein. EXPD était intéressante. Donc, si le nombre de transactions diminue fortement durant une pause, ça signifie que la tendance en cours est saine. Je m'explique. Si par exemple vous avez un marché qui monte avec beaucoup de print par là, et puis par là vous avez un time and sales qui est très lent, très mou, bah, ça veut dire que c'est pas dramatique. Par contre, si effectivement vous avez une hausse et durant la consolidation le nombre de transactions est très important, d'accord, beaucoup
de signaux sur le time and sales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, il y a un danger. Voilà. Un nombre de transactions durant une pause fragilise la tendance en cours et le time and sales devra être étudié en relation avec l'état de la tendance. Alors bien évidemment, ça dépendra du marché, ça dépendra du titre. Sur certains titres, le fait d'avoir effectivement un time and sales qui s'excite, c'est tout à fait logique. Sur d'autres titres, non. Se forment les transactions, donc ça effectivement également c'est important de le savoir. Où est-ce que ça se forme? Le gros niveau, on l'a vu sur Cisco, je pense que c'était un très très bon exemple. Influence du time and sales sur mon activité de trading. Ben, time and sales très active, ça signifie quoi? Qu'il y a beaucoup de traders qui cherchent à se positionner le plus rapidement possible. Donc si on a beaucoup de rouge ou beaucoup de vert, ça veut dire qu'effectivement il y a des personnes, des traders qui cherchent à se positionner à tout prix. Et donc pour nous c'est intéressant. Si on s'est positionné avant, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mouvement directionnel. Et donc ça vaut le coup. OK? Donc, une forte activité des traders qui cherchent à se positionner le plus rapidement possible. Une activité frénétique, c'est-à-dire nombreuses transactions, volume conséquent, bah, ça va influencer indubitablement les autres traders et les incitera à se positionner. Des transactions régulières sur le time and sales signifient un retour de l'activité et la nécessité pour le trader de repérer des opportunités intéressantes. Si le time and sales est lent, sporadique, il vaut mieux rester à l'écart ou alors, bien évidemment, si vous jouez une consolidation. Si vous jouez une consolidation, ça peut effectivement être intéressant. L'activité est au ralenti, en train de ralentir, ce qui n'est pas bon signe, mais bien évidemment, tout dépend du contexte et tout dépend de où on se situe. Donc, observez la taille, la fréquence des transactions. Est-ce qu'on a des volumes importants? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que on a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs? Donc, encore une fois, tout ça, c'est important. Si vous avez des transactions importantes, régulières à l'ASC, ça signifie que vous avez effectivement beaucoup d'acheteurs agressifs et inversement au bid. OK, des transactions régulières signalent une activité satisfaisante et peuvent bien évidemment inciter le trader à rester positionné dans le sens de la tendance dominante. Des transactions irrégulières doivent nous inciter à rester à l'écart. Si on a beaucoup de vert, beaucoup de rouge, bon, il faudra effectivement être un peu plus prudent. Comment interpréter le level 2 et le time and sales? Un achat effectué à l'ASC signifie que l'acheteur avait un besoin urgent d'acquérir le titre. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de vert, ça veut dire qu'on a des acheteurs. D'accord? Quand on a beaucoup de rouge, ça veut dire qu'on a beaucoup de vendeurs. Et donc, si par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, le vert, ça signifie quoi? Ça signifie que l'ordre, l'ASC s'est fait exécuter, s'est fait taper. Donc, ça veut dire qu'un acheteur a acheté à l'ASC, d'accord, au marché. Et bid, ça veut dire qu'on a eu des ventes au marché, ventes au bid. C'est pour ça que c'est rouge. Donc, quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a beaucoup de ventes au marché. Quand c'est vert, beaucoup d'achats au marché. Ça nous donne une grosse info. D'accord? Donc, achat marché, vente au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai pas pris mon temps. Ça veut dire que j'ai voulu sortir rapidement. Et donc, si on a ça, mais pas qu'une fois, mais on a plein d'ordres au marché, ça veut dire qu'il y a quand même une excitation. Et donc, pour nous, c'est intéressant. Si effectivement c'est blanc, ça veut dire neutre, ça veut dire que bon, c'est quand même quelqu'un qui a ou des traders qui ont placé un ordre et qui se sont fait exécuter au niveau auquel ils voulaient. Ça peut nous donner une information, bien évidemment. Une transaction au bid signifie l'inverse. Le vendeur a coupé rapidement sa position en achetant au, en vendant, pardon, en vendant au marché. Je pense effectivement, c'est pas le vendeur. Une transaction au bid, ça signifie effectivement que le vendeur a voulu effectivement se positionner rapidement en vendant au marché. Donc ça, c'était une erreur. Le level 2 ne révèle pas le nombre de personnes anxieuses et désireuses de sortir au plus vite d'une position ou de rentrer à tout prix. Donc le level 2, encore une fois, c'est statique. C'est pas ça ce qui nous donne le plus important. Le plus important, effectivement, c'est le time and sales. Donc le level 2 fournit une information incomplète, mais pertinente si on sait l'utiliser. Les signaux fournis par le time and sales. Donc tout d'abord, quand le time and sales clignote fortement, arbre de Noël, c'est-à-dire qu'on a du vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, bah, ça révèle une incertitude. Ni les acheteurs, ni les vendeurs n'ont la main. Un time and sales qui est essentiellement rouge indique sans singulier la domination des vendeurs. Tant que
rouge domine, il vaut mieux ne pas acheter, sauf pour prendre ses bénéfices sur une position vendeuse. D'accord? Quand le time and sell est majoritairement vert, les acheteurs ont la main. Donc un time and sell actif, c'est synonyme d'urgence avec des émotions qui jouent à plein dans ces situations. Et c'est ça ce qu'on va rechercher. Encore une fois, c'est des situations où on a non seulement sur le plan technique quelque chose de parfait, mais on a également la présence d'émotions. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs et la configuration est parfaite. Je vais essayer de voir un titre sympa. Ok, rapidement, je reviens rapidement sur les graphes. Vous avez vu ici LPX qui baisse fortement et on a eu beaucoup de rouge à un certain moment et là on commence à avoir du vert, mais on a toujours du rouge. Vous voyez ici, toujours du rouge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours vendeur. Vous voyez là? Donc, vraiment ce que je vous explique, c'est-à-dire qu'il y a clairement un directionnel. D'accord? On a clairement un directionnel. On a beaucoup de rouge, peu de vert. Là, ça commence à être un peu. D'accord? Donc, ça, encore une fois, il faut se méfier. Voilà. Mais nous, il nous faut majoritairement. Là, vous voyez, on casse les niveaux. Hein. 15-40. 15-40, on est toujours sur 15-40. On a un peu de vert. Regardez, là, on casse encore. 39. Donc, ça veut dire que les vendeurs sont quand même plus puissants. Oui, oui, et Cisco, regardez le rouge. Regardez le rouge sur Cisco. Vous voyez? Et là, regardez. 39, mais on casse les niveaux. C'est-à-dire que même si on a du vert, on s'en fiche là. Pourquoi? Parce qu'on casse les niveaux. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? C'est-à-dire que là, on a du vert, mais derrière, le level 2, qu'est-ce qu'il fait le level 2? Est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il baisse? Est-ce que les niveaux sur les level 2 baissent ou montent? À l'achat, bien évidemment. Allô, allô? Les niveaux baissent. Ça, on était à 15,42, 15,39, 15,40. Là, on est à 15,38. Donc, on a du vert, ok. Mais est-ce que ça fait monter? Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, j'ai des acheteurs à 15,39. Est-ce que le marché monte là? Donc, est-ce que vous comprenez l'importance de cette donnée? Elle est cruciale. Vous voyez? Et donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai des personnes effectivement qui achètent. Et regardez, là, on passe à 15,38. Et l'idée, c'est de passer 15,37. Regardez, on a du vert, mais on s'en fiche. Les niveaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent. 15,36. Et regardez le marché qui continue de baisser. Est-ce que vous avez vu encore une fois l'interprétation? Donc, on a peut-être du vert, mais c'est pas le vert ici le plus important, c'est les niveaux. Et on voit bien que les niveaux sont favorables à la baisse. Et regardez là, 15,34, vous avez vu? 33. Et ça s'effondre. Magnifique. Et on interprète avec le time and sales, effectivement, ça nous donne l'info. On a certes du vert, mais on voit bien que le vert est impuissant. Et on voit bien que les acheteurs sont impuissants. Et regardez là, ça continue de baisser. D'accord? OK pour la démonstration? Je pense que c'était deux bons exemples, hein. Notamment LPX, c'était un très bon exemple parce qu'on a eu du rouge, après on avait du vert, mais avec des niveaux qui baissaient. Donc malgré le vert, le marché continue à baisser. Donc ça voulait dire que on n'avait pas assez d'acheteurs et que le marché était bien orienté à la baisse. OK pour tout le monde? Et regardez là, ça continue. On a des acheteurs à 15,34, mais on s'en fiche. Le marché continue de baisser. D'accord? Donc on a eu plein d'acheteurs, regardez, 15,34. Le moment, lorsque, pardon, on aura un 15,34 avec une hausse, là ça deviendra sérieux. Mais là pour l'instant, on a des achats à l'ASC, mais le marché ne fait que baisser. Donc ça veut dire effectivement que le marché est toujours baissé. OK? On va regarder encore une fois. Là, vous voyez, on a plein d'achats à l'ASC. Donc maintenant, l'idée, c'est de voir un peu ce qui se passe. Alors, les achats à l'ASC, ça peut être des prises de bénéfices, hein, des gens qui ont bien vendu et qui achètent. D'accord? Je prends mes bénéfices. Parce que j'essaie de me placer à 15,33, je ne suis pas exécuté. Donc, j'achète à 15,34. D'accord? Voilà, rachat de short. Vous voyez? Donc là, on a, donc, regardez, 15,33. Et regardez, on a eu plein d'achats. Est-ce que le marché a bougé? Ça nous donne une info, hein. Donc pour l'instant, ça n'a pas bougé. On attend, on surveille.
On est bien d'accord, Frédéric. Fort directionnel. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on achète toujours à 15,34 et comme par hasard, ça ne bouge pas. D'accord? Donc, on attend encore. Ah! Vous voyez là? Là, ça a bougé. Et là, on est monté d'un cran. Donc là, on a du rouge. Mais on s'en fiche du rouge. Puisqu'effectivement, le marché est monté. Et regardez là. Là, ça y est. Ça commence à se retourner. Alors, le marché est toujours baissier, bien évidemment. Hein, mais vous voyez là, tac. On a ce moment où on commence à sentir les acheteurs reprendre la main. C'est OK pour tout le monde? Alors que pendant tout le gros mouvement, on est bien d'accord que là, les acheteurs n'avaient jamais la main, hein, pendant toute cette baisse. Hein, on l'a vu, hein, à aucun moment, les acheteurs n'ont eu la main. Alors que là, pour la première fois, les acheteurs commencent à avoir la main, c'est-à-dire qu'on a eu des achats et on a augmenté les niveaux sur le level 2. Et on voit effectivement que ça commence à devenir, entre guillemets, un peu sympa, même si ça reste toujours baissier. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Et vous voyez, là, on a des achats à l'ASC. Et là, l'idée, c'est est-ce que ça va monter à 15,38, etc., etc. Voilà, mais ça vous donne. Oui, oui, c'est des doji. Hein. Alors, tout à l'heure, je pensais que c'était ça. Donc ça, en fait, ouais, c'est des doji. Hein. Ok. Allez, on continue. On a encore du boulot. Est-ce que c'est ok pour cette partie? Je pense que c'était clair. Hein. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc là, je pense, voilà, on l'a bien illustré, on a étudié plusieurs cas de figure, donc je pense que c'était sympa. Signaux acheteurs donnés par le time and sell, si des transactions significatives se dessinent à l'ask et que le bid ask augmente, c'est haussier. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi. Hein. Et vous voyez, regardez ici. Regardez qu'est-ce qui se passe. On a la hausse. Vous voyez là? Ça y est, les acheteurs reprennent la main. Vous m'entendez ou pas? Ok. Donc, le son est bon? Est-ce que le son est bon? Bon, allez, je continue. Il faut pas que je m'épuise. Il faut pas que je me fatigue. Il faut que je continue. D'accord? Laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît, sur le boulot. Please. D'accord? Pour que je puisse, je garde mon énergie pour des choses utiles. Alors, si des transactions, donc ici, est-ce que c'est OK pour tout le monde par rapport à ce principe? Donc, si par exemple, j'ai des transactions à l'ask, c'est-à-dire que j'ai du vert et le bid ask augmente, c'est haussier. D'accord? Donc ça, c'est super. On a eu plusieurs exemples, etc. C'est super. Si les transactions significatives se dessinent au bid, le rouge de 1, le bid ask augmente. Donc, on a du rouge et le bid ask augmente, ben, c'est haussier. C'est-à-dire que si j'ai du rouge, 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 et le level 2 augmente, ben, c'est haussier. Il y a probablement un acheteur qui ne montre pas sa main. Et inversement, si par exemple j'ai du vert, 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 et le level 2, les niveaux sur le level 2 diminuent, ben, c'est baissier. C'est ce qu'on a eu comme exemple. Très très bel exemple sur LPX. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? C'est clair? OK. Si la fourchette bid-ask diminue avec des transactions significatives qui se dessinent au bid, c'est-à-dire que si on a du rouge avec un bid-ask qui diminue, bah ça veut dire qu'effectivement il y a une urgence et c'est baissier. Si on a des transactions significatives à l'ask, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de vert et que le bid-ask diminue malgré tout, c'est baissier. D'accord? Donc c'est l'inverse de ce qu'on en a étudié. Pardon, c'est ce qu'on a étudié tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait du vert, du vert, du vert, du vert, et le bid ask diminuait. C'était baissier. D'accord? Il y a probablement un vendeur ou des vendeurs qui ne montrent pas sa main. Combiner les graphiques et le tape reading, ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de, il faut pas se contenter effectivement du time and sell, c'est dangereux. D'accord? Maintenant, voilà, les graphiques, regardez, on va revenir rapidement sur Cisco. Vous voyez, Cisco a bien baissé, on a eu un pullback, et regardez, là, ça baisse, et on a un peu de rouge, de vert, et là, l'idée, c'est de voir est-ce que ça va tenir. Voilà, mais c'est pas mal, c'est-à-dire, regardez là, le LPX comme elle monte.
C'est intéressant, hein. Vous voyez là le truc? C'est marrant, hein. On a eu une forte baisse. Et là, regardez, ça explose à la hausse. Excellent, 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 excellent. Bon, et vous voyez encore une fois l'importance du level 2, hein, pour cerner ces moments, pour se dire, ok, là, ça vaut le coup, là, ça commence à se fragiliser. Et on a vu le moment où ça commence à devenir fragile, hein. Alors, donc le graphique va nous donner des idées de trading. D'accord? Le tape trading ne sera jamais la première source d'information. Il viendra uniquement confirmer une idée de départ obtenue grâce au graphique boursier. D'accord? Et en combinant ces deux approches, il est possible d'améliorer son timing, donc les niveaux d'entrée, de sortie, et bien évidemment, on va chercher à être exécuté quand on le décide et pas quand on est forcé. C'est-à-dire que par exemple tout à l'heure LPX, ça avait bien baissé. À un certain moment, on avait vu que aux alentours des 15,34, ça commençait. Vous voyez, là on se dit c'est bon, je peux prendre au moins une partie de mes bénéfices, voire sortir d'une grande partie de ma position parce que ça avait quand même déjà pas mal baissé. D'accord pour tout le monde? Ça avait baissé de 2%, hein, et d'ailleurs en cassure, voilà, et 1% au niveau de la cassure. Donc c'était quand même significatif. Donc ça nous permet effectivement d'avoir un avantage. Analyser le tape avec un plan d'action. Donc l'idée, c'est bien évidemment de savoir pourquoi je me positionne, pourquoi je travaille de telle manière, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je reviens rapidement sur Cisco. Vous avez vu Cisco, on a eu un super pullback, baisse, et là on a du vert. 27,92, 27,91, 50. On est bien d'accord? 27,91. L'idée pour nous, ça va être d'interpréter ça. Regardez, là, ça casse. Configuration superbe. Pullback qui était pas mal du tout. Et là, ça confirme avec du rouge. Voilà, il faut que ça confirme du rouge. Là, on a de moins en moins d'acheteurs. Beaucoup de rouge. Et le beaucoup de rouge, il doit être confirmé. Et là, on a des acheteurs. Et nous encore une fois, l'idée, c'est ça, c'est de voir un peu ce qui va se passer pour se dire ça vaut le coup ou pas. Je dois rester ou je dois sortir. D'accord? Regardez là, on est monté, on a du rouge, mais on est monté. Ça commence à sentir moins bon. D'accord? Donc voilà. Et à partir de là, effectivement, interprète. Encore une fois, c'est vraiment une question de travail, d'habitude, de routine. Donc voilà. Le level 2, effectivement, les inconvénients, c'est une information instantanée. C'est-à-dire que je suis sur le level 2, je regarde, ça clignote, ça va dans tous les sens. Et je suis piégé par le level 2. Encore une fois, attention. C'est pour ça que j'avais dit, même pour les débutants, c'est pas la peine. Parce que c'est un piège. D'accord? Le plus important encore pour nous, c'est la stratégie. Pourquoi je me positionne, les gros niveaux, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le level 2 qui est déterminant pour moi. Le plus important pour moi, c'est véritablement ma stratégie. D'accord? C'est ça ce qui est important. Donc éviter de se disperser sur les marchés et de regarder tout et n'importe quoi. Il faut être concentré en situation, se focaliser uniquement sur les transactions significatives, volume important, transactions régulières, c'est-à-dire qu'à un certain moment, si... mais par exemple, quand vous avez un titre, vous voyez, encore une fois, c'est intéressant de voir, ok, est-ce que j'ai du rouge? Est-ce que ça se déroule correctement? Est-ce que mes niveaux diminuent? Si j'ai du vert, comment se comporte le level 2, etc. Donc tout ça, effectivement, il faut l'étudier de manière hyper attentive. Et je pense que ce cours était très, très dense et ça va vous permettre effectivement d'avoir des éléments pour y voir plus clair. Il faut habituer son regard à se concentrer uniquement sur les transactions significatives et à filtrer le reste. C'est-à-dire, il y a trop d'infos sur les marchés. Et le problème, c'est que trop d'infos tue l'info. Donc, essayez de vous focaliser sur le plus important. D'où encore une fois ce que je me tue à vous répéter, la stratégie, la stratégie, la stratégie. Ok, j'ai fini avec cette partie. Je vais répondre à présent aux questions. Est-ce que vous avez des questions à me poser pour le moment? Pas de questions sur? Excellent. Vous avez appris des choses? On revient rapidement sur Cisco. Vous voyez, Cisco, là, on est sur le point de casser. On a du rouge, du vert. Voilà, c'est pas mal.
Maintenant, voilà, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de volume pour casser les niveaux. Super. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais répondre à vos questions. Je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes et j'attaque la dernière partie. Mais si vous avez des questions maintenant à me poser, posez-les-moi. Sinon, ah oui, il faut pas que j'oublie les hotkeys. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous développer maintenant les hotkeys et dans la deuxième partie, dans la dernière partie, je vais bien évidemment répondre à vos questions sur le forum. Ok? Pas de questions pour le moment? Ok. Alors, je vais essayer de partager ça. Alors, en fait, il n'y a pas de question par rapport aux hotkeys. Hein. Alors, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs plateformes, etc. Chaque plateforme a ses fonctionnalités, ses avantages, ses inconvénients. Par exemple, Multichart a des avantages, des inconvénients également. Et je vais répondre, Maher, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je répondrai tout à l'heure à votre question. Hein. Alors, ici, regardez, moi j'ai paramétré mes hotkeys. Ok? Vous voyez, j'ai F1, F1, 2, contrôle 1, contrôle 2, contrôle B, contrôle S et delete, panique. D'accord? Et vous voyez que panique, c'est je clôture toutes mes positions. D'accord? Donc, c'est F1, j'achète. Donc, je vais vous montrer le principe, c'est ça. C'est effectivement, voilà, j'achète. D'accord? 50 000 sur price. D'accord? Donc 50 000 dollars sur le prix du titre. Le prix auquel je vais acheter, c'est ask plus 0,02. Le compte. Smart limit. D'accord? Load and send. Ça veut dire quoi load and send? Ça veut dire que dès que j'appuie sur F1, c'est parti. Si je ne veux pas que ce soit envoyé, je fais juste load. D'accord? Et l'avantage de load, c'est quoi? C'est que quand j'appuie sur F1, je peux passer l'ordre, mais il faudra que j'appuie sur Enter. D'accord? Donc là, vous avez effectivement la configuration. Donc ça, c'est pour acheter. Pour vendre, vous avez la même chose. D'accord? Bid moins 0,02, le compte, smart limit, load and send, etc., etc. Si par exemple, je considère que je veux prendre la moitié de la position, on peut effectivement faire la même chose, 25 000 sur price, moitié de la position, etc., etc. Si je veux clôturer mon ordre acheteur, j'appuie sur CTRL S, d'accord? CTRL S, ça me permet de vendre la position, d'accord? Position, le compte, Smart Market, c'est-à-dire que je veux sortir rapidement de ma position. Donc, CTRL S, j'appuie bien évidemment sur le Level 2 et j'appuie sur CTRL S et je clôture ma position. Et bien évidemment, Load and Send. D'accord? Ensuite, si je veux racheter ma position, donc par exemple, je suis vendeur et je sors rapidement, Buy, Position, ma position, le compte, Smart Market, Load and Send, etc. Ensuite, si par exemple, je veux prendre mes bénéfices sur une partie de la position, alors je vais ici, donc vous voyez, par exemple, je veux sortir d'une partie de ma position rapidement. Sell, moitié de la position, half position, donc 0,5 fois la position, le compte, Smart Market, Load and Send. Je peux bien évidemment créer un Smart Limit si je le veux.
Je peux également mettre le prix, c'est-à-dire ask plus, par exemple. Mais le problème, c'est ça dépend de la configuration. Mais je peux par exemple mettre ask plus 0,2 ou ask plus 0,02, ce qui fait que je vais me placer automatiquement. Ou alors je peux le faire au market. Ce que je fais moi généralement, je vais pas recourir à ça. Je vais pas recourir à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, j'ai les niveaux, j'ai le marché, donc je vais appuyer sur le niveau et je vais mettre OK, je vends. D'accord? Et comme ça me met le niveau et je détermine mon niveau. D'accord pour tout le monde? C'est OK? Je vais revenir dessus rapidement. Attendez 2 secondes. Alors attendez 2 secondes. Je vais essayer de. Voilà. OK. Donc supposons qu'on soit sur SCO. D'accord? Je suis positionné à l'achat à 27,94. Je vous dis n'importe quoi. Et je vois le titre monter. D'accord? Et je me dis, tiens, donc là, déjà, je peux appuyer sur position. Vous voyez que j'ai 0. Mais je peux effectivement appuyer sur position. Si par exemple, ma position, elle est de 10 000 titres, ou, d'accord, je vais mettre 2000, et puis 27,98, d'accord, limite, et puis, bien évidemment, j'appuie sur vent. Et l'avantage, c'est que je suis placé limite. Et je peux le faire très vite. D'accord? Je peux également paramétrer des hotkeys, etc. Moi, cette partie, je préfère la faire manuellement. Mais je peux également, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a plein de titres, etc. Et je vais revenir tout à l'heure, Maher, par rapport à votre question, parce que je vais vous proposer sur... il y a des solutions. Il y a des solutions, encore une fois, à vous de connaître votre plateforme, de vous adapter et bien évidemment de vous l'approprier. D'accord? Donc, je reviendrai sur tout ça. Est-ce que c'est OK par rapport à ça? OK. On va revenir sur... On n'a pas encore fini. Hein. Alors, multi-chart, vous avez des hotkeys. Hein. OK. Est-ce que ça s'affiche sur vos... OK. Donc, vous voyez ici, buy increase 50%, sell increase 50%. Je peux également prendre take profit un quart de la position, moitié de la position, vendre la totalité de la position, acheter au marché, vendre au marché, take profit half position, take profit buy half position, etc., etc. Donc on a tout. Et puis bien évidemment le bouton panique qui est génial. Pourquoi c'est un bouton qui est génial? Parce qu'effectivement j'appuie sur une touche et je sors de toutes mes positions. D'accord? Par contre, effectivement, si je suis sur 3 positions à la fois, bah, il faudra effectivement recourir à CTRL S, CTRL B, selon que vous soyez acheteur ou vendeur. OK pour tout le monde? Et de toutes les manières, voilà, ça, il y aura des séances de trading live. Donc, alors, bien évidemment, je me filme pas en train d'appuyer sur les touches, mais c'est sympa pour le TKL Event, c'était génial parce que moi, je savais pas qu'il me filmait. Hein. Il était derrière moi en train de me filmer, je le savais pas. Hein. Donc, parce que c'était sympa parce qu'on me voyait en train de taper sur Delete ou F1. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était vraiment sympa parce que voilà, c'est très rapide et donc j'essaierai de faire des choses, de me filmer. On verra, d'accord. Moi, c'est vraiment un truc que je pense que c'est intéressant et puis bon, bien évidemment, c'est instructif et pour tous les TKLiens, d'accord. Donc j'essaierai de faire ça très très prochainement. Hein. Oui, voilà. Non, mais le caméraman, vous savez qu'il était fou de trading. Il m'a dit, oui, j'adore, je suis très content. Il veut même suivre. Non, mais c'est marrant. Hein, il voulait même suivre la TKL. Il a adoré. Alors, tous les caméramans et les photographes. Il y a un photographe, celui qui a il a pris des magnifiques photos. Il a dit, je suis TKLien. Il a dit, je suis TKLien. Non, mais c'était incroyable. Ils étaient contents. Hein. Ils étaient contents, les caméramans et les photographes. C'est dingue. Voilà. Donc,
Non, mais c'est super, ça fait super plaisir. Donc voilà, non, non, il était très content et puis il a adoré et puis c'est pour ça que voilà, il était devant et il m'a dit oui, j'ai perdu de l'argent, j'aurais dû vous connaître avant, etc. Le caméraman, c'est très marrant. Ok, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport aux hotkeys? De toutes les manières, j'ai encore des questions, donc j'y répondrai tout à l'heure. Si vous n'en avez pas maintenant, vous pouvez y réfléchir et vous me poserez des questions tout à l'heure. Mais c'est assez simple, mais voilà, mais efficace. C'est simple, mais efficace. C'est ça le but. Ça me permet effectivement de rentrer rapidement, de sortir rapidement. DashTrader, voilà. Mais je suis, il y a d'autres plateformes. Moi, de toutes les manières, voilà, je vais essayer de trouver des bons partenaires sur les US. Sinon, au pire, ben, il y a Interactive Broker. Hein. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? C'est OK pour tout le monde par rapport à cette partie? Donc, on se retrouve dans 5-10 minutes. OK, ben Younes, vous me préparez la question et je vais répondre en priorité aux questions de vos camarades. Mais voilà, posez-moi la question, préparez-moi la question et j'y répondrai après. OK? À tout